Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler à nouveau des addictions, mais cette fois-ci non pas des addictions aux réseaux sociaux ou à Internet, mais nous allons parler des addictions aux drogues douces et notamment au cannabis. Alors cette présentation que je vais vous faire maintenant fait suite à un atelier que j'ai déjà développé pour l'Université de Liège en 2008 sur les plantes médicinales devenues des drogues. Pourquoi est-ce que j'ai fait cet atelier à l'époque? C'est parce que j'étais quand même pas mal préoccupé par la dépénalisation des drogues douces ici en Belgique, notamment en 2003. Donc, j'ai entendu pas mal d'interviews à la radio de certains de nos politiques parmi les partis progressistes qui disaient que tous nos jeunes fument et qu'il faut leur fournir du cannabis de qualité, les sortir des réseaux criminels, etc. Et que finalement, c'était banal, c'était anodin, c'était ça, et que ça ne tuait personne. Apparemment, c'est un discours progressiste de vouloir dépénaliser ce genre de drogue. Je ne vois pas personnellement en quoi c'est progressiste de vouloir que nos jeunes se grillent le cerveau, parce que j'avais quand même de sérieux doutes concernant ces mesures. Mais après, voilà, depuis 2012-2013, je travaille maintenant comme enseignant dans le secondaire et je vois malheureusement au quotidien les dégâts que font ces addictions. Alors, la présentation que je vais faire maintenant va se dérouler en deux parties. Je vous propose ici une première partie dans cette première vidéo. Nous allons d'abord parler de l'aspect historique de la consommation du cannabis, parce que c'est quand même très intéressant de savoir comment on en est arrivé là. Et ensuite, dans une deuxième vidéo, nous parlerons des effets du cannabis sur la santé. En parenthèse, il s'agit de données que j'ai faites avec un médecin en son temps, que j'ai pu encore améliorer par après, et parfois certaines des conclusions que j'avais eues déjà à l'époque étaient en dessous de la réalité. Mais commençons par parler de l'aspect ethnobotanique et historique du cannabis. Alors, il faut savoir que le cannabis, c'est une plante psychotrope, c'est-à-dire qu'elle contient des substances qui peuvent agir sur notre système nerveux. Toutes les plantes sont de véritables usines chimiques, en fait, et elles contiennent des tas de molécules qui peuvent tout agir sur certains de nos organes, d'où le principe des plantes médicinales. Beaucoup de plantes vont agir sur tel ou tel groupe d'organes, et tout ce qu'on va appeler des plantes psychotropes, ce sont des plantes qui vont agir sur notre système nerveux, sur notre perception, perception des choses, sur nos sens, et même sur notre comportement. C'est ça, une plante psychotrope. Bon, ici, on va parler du cannabis, mais il y en a d'autres, tels que le cocaïer qui va donner la cocaïne, le pavot qui va donner la morphine, l'opium, la morphine et l'héroïne, et encore tout plein d'autres, comme les champignons hallucinogènes, etc. Donc ça, c'est en gros ce que c'est qu'une plante psychotrope. Alors, concernant le cannabis, on pourra faire la même chose sur toutes ces autres plantes, on sait qu'en fait, c'est une plante qui est utilisée quasiment depuis le début de l'agriculture. Comment est-ce qu'on sait ça? Parce que tout simplement, on en a retrouvé des graines dans dans les sites archéologiques du néolithique, etc., dans certaines tombes, etc., on en a retrouvé. Ce qui ne veut pas dire que les gens en consommaient comme maintenant, ça ne veut pas dire ça du tout, les gens en avaient un certain usage. Donc on s'en est toujours servi, et alors, à quel titre est-ce que les anciens s'en sont servis? Il y a toujours une constante, il y a trois usages qui montrent qui expliquent pourquoi on se servait de cette plante. Le premier, il faut savoir que le cannabis, le plant de chanvre, Cannabis sativa, en fait c'est le nom latin de la plante, va donner énormément de fibres, des fibres très solides qui vont permettre de faire des cordages, de faire des tissus, etc. Et effectivement, cette plante était utilisée pour les cordages. D'ailleurs, par exemple, jusqu'au 19e siècle, il y avait d'énormes champs de chanvre, même en Europe de l'Ouest. Pourquoi? C'était pour la marine à voile, pour faire les cordages. Là, aucun usage comme drogue. Et alors, on sait très bien que les anciens s'en servaient également à des fins rituelles. Il y avait, dans certains cas, des rituels où les gens devaient atteindre des états seconds pour parler éventuellement avec leur divinité, les esprits, etc. Et il y avait un troisième usage qui est le plus important, qui est un usage à titre médicinal. Donc c'est pour ces trois usages qui vont revenir. Alors, effectivement, par exemple, dans l'Antiquité, les Égyptiens se servaient de cette plante-là comme antalgique, comme antidouleur et comme antalgique principalement. Et dans ce cas-là, il était prescrit par des médecins. On sait également que cette médecine-là a été reprise par les Grecs par la suite et par les Romains. Comment est-ce qu'on le sait?
on a retrouvé des traités médicaux qui parlent justement de l'usage de cette plante à des fins médicinales. Maintenant, pour arrêter, parce que souvent on a une impression que la personne qui fume des joints, c'est quelqu'un qui est cool, qui est sympa, etc. Pas du tout, parce qu'il y a quand même des descriptions d'un peuple d'Asie centrale, de Russie et d'Ukraine qu'on appelle les Skites, qui utilisait cette plante là aussi, c'est-à-dire qu'il brûlait cette plante, il respirait la fumée. N'oubliez pas qu'auparavant personne ne fumait. Il faut attendre la découverte de l'Amérique et Christophe Colomb pour avoir les premiers gens qui vont fumer du tabac, de la pipe, de la cigarette, etc. Ça n'existait pas. Avant, on brûlait les plantes, on respirait la fumée éventuellement. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est un peuple qui respirait cette fumée-là, il inhalait avant de partir à la guerre. Et les Scythes, c'était des barbares très très gentils qui terrorisaient les Grecs, les Romains et beaucoup d'autres peuples de l'Antiquité qui étaient connus pour se faire de la vaisselle avec des crânes humains et même y compris des objets avec des peaux humaines, etc. tannés. Donc l'idée que le fumeur de joie c'est quelqu'un de cool et de gentil, non. Si vous avez envie de buter quelqu'un, c'est pas le cannabis qui va vous en empêcher. Et alors, par la suite, évidemment, donc on va reparler des traités médicinaux. On en a eu chez les Grecs et les successeurs des Grecs en matière des leaders de la médecine, c'est au début du Moyen-Âge, ça va être les Arabes. Donc le fin du fin, même dans l'Europe moyenâgeuse, c'était d'avoir un médecin arabe. Et évidemment, le médecin arabe prescrivait des tisanes, des décoctions à partir de cannabis comme effet antalgique pour calmer les douleurs de ses patients. Et ce genre de médecine-là va finir par, puisque pour tout ce qui est aspect médicinal et scientifique, beaucoup de tout ce qui était pratiqué par les Arabes, notamment en Espagne, dans Al-Andalus, a fini par pénétrer dans l'Europe occidentale. Et il y a des traités médicinaux, des traités de médecine occidentale qui parlent justement de l'usage du cannabis comme médicament. Alors, encore un autre exemple qui était très très connu au Moyen-Âge, c'est celui de la secte des assassins. Donc, ce sont des chiites ismaéliens qui avaient pour pratique d'assassiner tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec leur secte au Moyen-Orient, donc que ce soit les croisés ou les musulmans sunnites. On n'a rien changé dans les conflits du Moyen-Orient depuis. On sait très bien que pour commettre des attentats suicides, apparemment, d'après les récits de Marco Polo, ils prenaient aussi des produits à base de cannabis pour commettre leurs attentats, pour les poignarder quelqu'un, puisque à chaque fois que c'était des hommes importants qu'ils assassinaient, évidemment, c'était un aller sans retour. La personne avait des gardes du corps et voilà. L'assassin se faisait tuer, d'où le mot assassin, ça vient de hachachine, qui veut dire consommateur de hashish. Mais bon, revenons à l'aspect médicinal. Donc jusqu'à présent, vous remarquerez que cette plante n'était prise que dans un contexte qui était parfaitement contrôlé. Alors, dans le cadre de ce contexte parfaitement contrôlé, c'est quoi? Vous avez soit un médecin qui le prescrit à ses patients et qui va assurer un suivi thérapeutique de son patient, soit vous avez un chaman éventuellement. On sait aussi que en Inde, par exemple, ils consommaient aussi des produits à base de cannabis pour rencontrer leur dieu dans le cas de certains gourous, etc. Donc, soit c'est encadré par un chaman, soit c'est encadré par un médecin. Ça n'a absolument pas un but récréatif. Le but récréatif, il faut l'atteindre et il faudra l'attendre dès la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, avec la campagne de Napoléon en Égypte. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont pris l'habitude de fumer du cannabis. Savoir que depuis la découverte de l'Amérique et la découverte du tabac, le monde entier a été inondé de tabac et tout le monde a commencé à fumer un peu partout. Et les gens, évidemment, ils ont voulu le mélanger parfois avec certaines autres plantes, ce qui n'était pas très heureux, mais les Égyptiens ont commencé à fumer avec leur chicha du cannabis, et les soldats français, quand ils ont été en intervention là-bas, ils ont commencé à faire la même chose. Et d'où le cannabis est revenu en France avec les soldats français. Mais c'est déjà de là que datent les premiers décrets d'interdiction du cannabis par les autorités françaises. Donc déjà sous Napoléon, ça a été interdit. Et tout ce qui est interdit, ça va attirer les milieux alternatifs. Et c'est là qu'on a tous les artistes, tous les écrivains célèbres, les peintres, poètes, etc. Donc Rimbaud, Verlaine, etc. Tous ces artistes célèbres-là, etc. Évidemment, eux, ils ont consommé. Et puis, on en arrive au XXe siècle où là, il y a le mouvement hippie.
évidemment, tous les jeunes commencent à en fumer, etc. Et point tel que voilà, ça a été dépénalisé ici en Europe, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest et dans certains États américains. D'abord à des fins thérapeutiques, puis à des fins pour tout le monde. Il faut remarquer qu'en Belgique, on a une loi qui est relativement boiteuse, puisque voilà, il y avait à l'époque, au niveau de la majorité gouvernementale, il ne s'y accordait pas. Bon voilà, donc on a permis de le faire, mais par exemple, il est toujours interdit de le fumer en rue, même si beaucoup de jeunes ne se gênent pas pour le faire, etc. Parce qu'on a préféré axer sur la prévention que sur la répression. Alors malheureusement, ce qui arrive, c'est que voilà, les jeunes sont toujours, ils en fument de plus en plus, c'est tout à fait banalisé. Même maintenant, on voit même des gens qui fument des joints à côté de leurs enfants dans des plaines de jeux, etc. C'est devenu tout à fait normal, tout à fait banal, tout à fait anodin, etc. Mais il faut savoir qu'on est la première génération depuis une vingtaine d'années où tout le monde consomme ça à titre récréatif. Auparavant, je vous dis, ça n'a jamais existé. C'était uniquement à titre, c'était uniquement soit comme médicament, parce qu'il y avait même des gens qui le fumaient même pour éviter des douleurs, etc. Hein. Par exemple, même dans des médecines traditionnelles au Maroc, etc. Ça existait. Il y a des gens qui fumaient du cannabis pour lutter contre leurs douleurs, etc. Alors ceci dit, malheureusement, la plante elle a évolué aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande pour avoir des plantes de plus en plus agressives. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des croisements pour arriver à avoir des plantes qui sont beaucoup plus riches en l'élément psychotrope qui est le THC, et on a maintenant du super cannabis. C'est-à-dire qu'entre ce que fumaient les hippies dans les années 60 et ce que nos jeunes fument maintenant, il n'y a aucune commune mesure. Pourquoi? Parce que le comportement a changé. Le but, c'est d'être stone le plus vite possible. C'est d'être complètement dans les vapes le plus rapidement possible pour décrocher de la réalité. Alors, en parenthèse, soi-disant, c'était pour préserver les jeunes des milieux criminels, etc. Mais il faut dire que quasiment tout le cannabis vient du milieu criminel. Soit c'est cultivé, souvent, malheureusement, bon, voilà, dans le nord du Maroc, dans le Rif, et ramené ici clandestinement. Pourquoi dans le Rif? Parce que faut dire que dans les années 60, c'est une zone très très reculée du Maroc et dont le roi de l'époque, Hassan II, ne voulait pas vraiment développer cette région-là suite à des problèmes politiques, et les gens, ils avaient le choix entre cultiver des cailloux ou cultiver du cannabis. Bon voilà, ils ont préféré cultiver du cannabis, mais c'est pas eux qui ont décidé de l'importer, c'est principalement des mafias européennes et notamment hollandaises qui ont commencé à importer tout ça ici en Europe de l'Ouest pour les consommateurs. Et de plus en plus, il y a une autre source de cannabis qui est les gens qui les cultivent dans des serres, dans des entrepôts, etc. Où eux peuvent justement, sous culture hydroponique, faire plusieurs cultures par an, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes-là souffrent dans les cultures hydroponiques, et évidemment, elles tombent malades. Donc, il va falloir leur mettre des pesticides, etc. Donc, oui, parce que c'est bourré de pesticides et tout ça. Oui, pourquoi? Parce que le dealer, c'est certainement pas l'ami de nos jeunes. Il veut pas leur fournir un produit de qualité. Alors, la question qu'on pourrait quand même se poser pour conclure sur ce petit aspect ethnobotanique et historique du cannabis, c'est qu'on est comme dans une société qui est quand même relativement malade, puisque nos jeunes sont tous fouillent quand même la réalité. Soit ils sont dans les plaisirs artificiels du cannabis, de l'alcool, etc. Soit ils sont à fond dans leur monde de GSM, du jeu électronique, etc. Donc c'est quand même pas des symptômes d'une société très très saine. Je vais vous laisser ici pour le moment pour ne pas faire une vidéo trop longue. La prochaine vidéo, nous la ferons justement sur les effets du cannabis, et vous allez voir, ce n'est pas si inoffensif que ce qu'on veut bien nous dire, etc. Et c'est quand même assez préoccupant, mais nous en parlerons la fois prochaine. Maintenant, si vous avez des questions, des suggestions, des témoignages, vous êtes vraiment les bienvenus de venir le mettre en commentaire sur ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé cet exposé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à aimer ma page aussi, parce que voilà, c'est ce qui nous permet d'être référencés, de toucher un maximum de gens, etc. Et de partager. Moi, le but ici, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, c'est pas de faire de l'argent, moi je m'en fous, mais à la limite, on reprend même des parties de ce que je dis, on les diffuse ailleurs, tant que les gens le savent et que ça peut toucher un maximum de personnes.
moi je suis content. Moi c'est ce qui compte. Voilà, moi j'ai fait ça avant pour l'université. Je faisais des ateliers pour des écoles, etc. Puis maintenant je vois ça avec certaines classes dans le cadre de mon cours, mais je trouve que ça touche pas encore assez de monde. Donc c'est pourquoi je suis en train de faire cette nouvelle série de vidéos sur les drogues. Donc allez-y, partagez, parce qu'il faut que ça touche un maximum de gens. Et non, ce n'est pas une chose anodine, il faut ni banale, ni anodine, ni inoffensive, il faut en parler. Sur ce, chers amis, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci beaucoup.